France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce mercredi 6 février avec cette question du jour. Aujourd'hui, la loi anti-casseurs adoptée à l'Assemblée nationale est-elle le symbole d'un tournant autoritaire du pouvoir? On en parle dans quelques minutes avec Nasser Lajili et Nadir Kaya et vous, chers amis auditeurs, au 01 40 33 9000. Invité du grand forum tout à l'heure, Majid Messaoudane, élu de Saint-Denis, et il soutient l'appel au boycott lancé au Maroc contre la venue de Enrique Macias. Nous en parlerons avec lui tout à l'heure. Il fait l'objet de la fachosphère sur Twitter depuis cet appel. Après l'incendie survenu hier à Paris, se pose la question du suivi des malades psychiatriques. Nous en parlerons avec vous, chers amis auditeurs, au 01 40 33 9000. Je le rappelle, cet incendie a fait 10 morts et plus d'une trentaine de blessés hier. Le grand forum, c'est donc parti jusque 18h. Merci de votre fidélité chaque jour un peu plus. Le grand forum LGF, nous sommes mercredi, nous sommes le 6 février, j'espère que vous allez bien et ça me fait bien plaisir aujourd'hui de les revoir ensemble. Ils avaient d'ailleurs fait une première émission ensemble, je me souviens que Nadir Kaya avait parrainé notre ami Nasser Lajili et ils sont là tous les deux aujourd'hui. Bonjour messieurs, bienvenue à vous deux. Salut Christophe, salut aux auditeurs et auditrices. Salut mon Nadir. Salut Christophe, bonjour à tous. 2 gilets jaunes dans les studios? 2 gilets jaunes. On peut le dire ou pas? Nadir? C'est tout? Pourquoi tu ne l'es pas toi? Non, moi je le suis de temps en temps. Ah, d'accord. À mes heures perdues. Okay. 01 40 33 9000 pour répondre à cette question. Aujourd'hui, on va parler évidemment de cette loi anti-casseurs qui a été adoptée hier. Ne voyez pas dans le texte sur lequel vous aurez à vous prononcer tout à l'heure une loi de circonstance. C'est une loi de bon sens. Ça n'est pas une loi de circonstance parce que le travail des sénateurs avait débuté largement avant le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, en aucun cas, ça n'est lié, c'est faire un mauvais procès à vos collègues sénateurs. Le texte, eh bien, il divise jusque dans les rangs de la République en marche. 387 voix pour, 92 contre, mais ce qui frappe, c'est le nombre d'abstentions dans la majorité. Une cinquantaine à la République en marche. Tout le monde voit bien que c'est évidemment une loi qui est de circonstance, prise dans la précipitation et même dans une forme de panique. On a l'impression de la part du gouvernement pour donner le sentiment d'agir. Et évidemment, les casseurs c'est le prétexte, mais évidemment derrière il y a une volonté de réduire quand même une liberté fondamentale qui est la liberté de manifester. Nous avons voté contre parce que j'ai le sentiment que cette loi, elle casse davantage la République en marche qu'elle ne casse les casseurs. Nous avons voté contre et pour que nous votions contre ce genre de loi, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui se passe. Il y a une cinquantaine d'abstentions, c'est un chiffre en effet important. Il n'y a aucun vote contre. L'abstention traduit véritablement un certain nombre d'hésitations de la part de mes collègues, hésitations respectables. Il y a cette question de beaucoup d'acteurs et de beaucoup de députés autour de l'article 2, cette interdiction administrative de manifester qui nous a apparu, je pense, aux uns et aux autres, trop peu encadrée. Et donc cette abstention, avec le chiffre que vous donnez, qui est assez important. Cette loi qui nous vient, rappelons-le, de l'opposition, des sénateurs de droite, ne me satisfait absolument pas, parce qu'à mon sens, elle est liberticide, et je suis très attachée à la séparation des pouvoirs. Le fait de transférer au préfet la possibilité de restreindre les libertés individuelles des Français. Dans le texte actuel, c'est très encadré, mais on ouvre sur le plan idéologique, sur le plan des principes, une brèche dans laquelle d'autres pourraient s'engouffrer si par malheur ils arrivaient au pouvoir et qu'on aurait beaucoup de mal à contester puisqu'on serait à l'origine de l'ouverture de cette brèche. C'est pas le premier fait de ce gouvernement. Souvenez-vous que M. Castaner, il y a quelque temps, avait voulu inventer de toutes pièces le délit de complicité de violence en manifestation. Enfin, on marche complètement sur la tête. Il ne fait pas bon, par les temps qui courent, être ni opposant politique, ni un journal indépendant. Ce texte, il a constitué, je l'ai dit cet après-midi à la tribune, un peu une bouée de sauvetage pour Monsieur Castaner face au naufrage de sa politique de maintien de l'ordre. Parce que depuis 13 semaines, il a été incapable de faire reculer la violence. On a un bilan qui est épouvantable. Et nous espérons vraiment qu'à la seconde lecture, ce texte aura été modifié. Sinon, nous serons sans doute quelques-uns à aller vers un vote contre. Voilà, beaucoup de réactions, vous l'avez compris,
depuis hier, depuis donc l'adoption en première lecture de cette loi anti-casseurs. Avec cette question aujourd'hui, la loi anti-casseurs donc adoptée à l'Assemblée nationale est-elle le symbole d'un tournant autoritaire du pouvoir? C'est la question qu'on se pose légitimement aujourd'hui et que l'on vous pose sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter le grand forum FM2. Et vous êtes très majoritairement à le penser, en tout cas 86% sur Twitter le grand forum FM2, 82% sur Facebook France Maghreb 2. Vous nous appelez bien sûr pour nous donner votre avis au 01 40 33 9000. Est-ce un tournant autoritaire du pouvoir, Nasser Lajili, cette loi anti-casseurs? Oui, je pense que là, le gouvernement délire un peu là-dessus. On constate que malheureusement, il y a des lois qui ont été faites en termes de casse, des casseurs, etc. Donc, je pense que là, le gouvernement délire un peu. Il y a des choses, il y a des alternatives dans laquelle où on peut trouver des solutions face à ces personnes. Les Black Blocs n'ont pas été créés il y a un mois. Ça fait des années qu'ils sont présents. Donc voilà, je pense que là, le gouvernement, je pense qu'il perd les pédales sur ce point parce qu'on a beaucoup de choses qui vont plus. Il y a des manifestants qui se font tirer dessus avec des flashballs. On a des grenades de désencerclement qui éclatent à tout va. Donc je pense que là il y a des choses qui je sais pas si c'est un tournant, mais il faudra peut-être, je pense, monter au créneau. Et il n'y a pas que le gouvernement, ou il n'y a pas que les députés qui devraient monter au créneau. Je pense que même les villes, même les conseillers municipaux devraient demander, on va dire, plus de clarification sur cette loi qui va être mise en place. Est-ce un tournant autoritaire? C'est la question à laquelle vous répondez au 01 40 33 9000. Nadir, Kaya, est-ce que il s'agit d'un tournant autoritaire au travers de cette loi qui devra passer par le Sénat puis repasser par l'Assemblée nationale en deuxième lecture? Alors je sais pas si c'est un tournant, je pense que c'est un virage hyper serré, hyper dangereux, avec un mauvais marquage. Ouais. Et là, de voir un petit peu que, en fin de compte, Macron agit comme les autres, ce qu'on disait la dernière fois, lui qui dénonçait un système qui était archaïque, qui était plus à la page, avec des pratiques qui étaient plus d'actualité, en fin de compte, il fait la même chose parce qu'il est face à un danger, notamment celui de la rue. Et là, aujourd'hui, la seule solution, au-delà des fausses promesses ou des fausses solutions qu'il a apportées, c'est le côté répressif. Et quand on est dans la répression, quelque part, ça démontre qu'on est faible. Parce qu'on n'a pas été en mesure de répondre clairement aux attentes et surtout aux demandes des Gilets jaunes. Et donc là, de chercher un autre volet répressif pour faire face à des choses qui sont connues de tous et depuis longtemps, c'est être malhonnête, parce que juridiquement et même d'un point de vue au niveau de la justice, je pense qu'il y a suffisamment, il y a un arsenal qui est suffisamment important pour pouvoir répondre à ce genre de violence. Et faire croire qu'aujourd'hui ces violences-là sont particulières ou exceptionnelles, c'est être malhonnête de sa part, je pense. Et pourtant, l'image du président remonte dans les sondages, messieurs. Oui, moi j'y crois plus au sondage. C'est mon point de vue. Je dis ça. Non, mais après, faut pas oublier que l'opinion publique, elle est formatée aujourd'hui pour accepter et croire que tout ce qui est répression va pouvoir répondre à des problématiques comme ce type de violence qu'on a à faire dans les Gilets jaunes. Non, aujourd'hui, malheureusement, les sondages du jour au lendemain peuvent changer et on peut leur faire dire ce qu'on veut. Donc, je pense pas que ça soit réellement à l'image de ce qu'attendent les Français. En tout cas, pour autant, avec 387 voix pour, 92 contre et 74 abstentions, on est loin du plébiscite pour ce texte controversé. Texte élaboré à l'origine par la droite, rappelons-le, au Sénat, et qui laisse notamment la liberté au préfet de mettre en place des interdictions de manifester. C'était jusqu'ici une prérogative de la justice. Et c'est là où ça pose problème. Et notamment le député Aurélien Taché, ici présent lundi à notre micro, s'insurgeait contre justement ce changement radical, Nasser. C'est le préfet maintenant qui devra décider. Non, mais c'est incroyable, oui, effectivement, mais c'est courageux de sa part. Donc je pense que là quand j'ai vu qu'il y avait 50 députés députés en marche, de la République en marche qui avaient qui se sont pas voté contre, mais ils sont abstenus. Mais c'est courageux. Je pense que c'est un signe pour Macron, parce que quelque part, lui qui a connu les frondeurs, là il devrait faire attention, parce que 50 députés, c'est pas négligeable. C'est du jamais vu dans la courte vie du parti en marche. Ça peut être un groupe à l'Assemblée nationale. Ouais, ça fait un groupe, c'est vrai. C'est ça. Que certains pourraient qualifier de frondeurs. Tout à fait. Par exemple, tiens, à l'image de Sonia Krimi, que vous connaissez. Oui. Élue de ces abstentionnistes, et elle s'en explique. Écoutez Sonia Krimi. Une bande de gauchistes contre une bande qui est liberticide, c'est pas du tout le cas en fait. Voilà, donc très court, Sonia Krimi a beau ne pas se présenter comme une frondeuse, mais la majorité est fracturée, le malaise dépasse les louanges du parti. Pourtant, Gilles Legendre, le patron des députés en marche, tente de minimiser lui et de se rassurer. Tant bien que mal. Pas de malaise, il y a eu un travail collectif
qui aboutit au résultat d'aujourd'hui. Un certain nombre de nos collègues peuvent avoir des hésitations parce que c'est un texte qui touche à quelque chose d'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas eu de vote contre de la part des députés de la République en marche. Il n'y a pas eu de vote contre, hein. C'est en tout cas ce que se félicite Gilles Legendre. En tout cas, la loi anti-casseurs, c'est la loi la plus mal votée depuis le début du quinquennat. Les députés abstentionnistes espèrent que leurs coups de semence seront entendus jusqu'à l'Élysée. Au président Emmanuel Macron. 50, on disait abstention, ils n'ont pas voté contre parce que vous savez que voter contre, ça peut vous valoir une exclusion du parti. Donc ils se sont abstenus. Est-ce que finalement c'est un signe quand même que chez En Marche il y a aussi des gens qui sont un petit peu, qui ont des avis divergents et ça peut éventuellement rassurer, bien sûr, mais bien sûr. Mais en même temps, Christophe, quand on voit ce qui se passe dans les rues tous les samedis sur Paris et même dans toute la France, les bavures qu'on voit au quotidien, faut-il rappeler que les chiffres des blessés qu'il y a depuis le début du mouvement des Gilets jaunes en novembre, on est à plus de 2900 blessés. Si on fait la comparaison avec la loi El Khomri, on était à 900 blessés en 5 mois. Donc là, en 2 mois, on a fait 2900 blessés. Vous imaginez la différence? C'est incroyable. Donc là, il y a des bavures qui deviennent flagrantes, entre guillemets. Donc on constate que maintenant, il y a beaucoup de Français qui ont pu vivre ce que les banlieues ont vécu pendant des années sur la répression, sur la violence policière, etc. Donc voilà, chacun maintenant doit prendre ses responsabilités sur ce point. Christophe, si je peux me permettre juste une parenthèse, moi je voudrais rappeler qu'il y a une dame de 80 ans, Madame Redouane. Alors justement, tu fais bien d'en parler parce que le président s'est exprimé là-dessus. Suite à un tir. Eh ben non, le président il a dit que c'était pas du tout par rapport à un tir de policier. Le président Macron, D'accord. À propos de Zineb Redouane. Alors que c'est quoi le motif? Il a dit que c'était pas dû à une bavure policière. D'accord, aucun tir. Selon le président Macron. Selon. J'invite les journalistes à faire une vraie investigation. Et non, mais il y a eu une investigation et il y a une confirmation que c'est dû à une grenade, pas une grenade, comment on appelle ça, une bombe lacrymogène qui a été lancée chez elle, parce qu'au premier étage. Elle fermait les volets, rappelons-le. Elle fermait les volets. Voilà. Et donc, effectivement, il y a eu des investigations, il faudra vérifier. Mais là, Macron, je pense qu'il a menti. Il faudra qu'il assume. C'est pour ça que j'ai Et donc, tu voulais dire quoi sur Zineb Redouane, Nadir? Non, c'était faire une parenthèse parce que Nasser parlait du nombre de blessés qui dépassait les 2000. Je rappelle qu'il y a eu quand même, je crois, entre 10 et 11 morts depuis le début du mouvement. Ouais. Donc tout ça, c'est le résultat aussi de la politique de Macron et surtout du fait d'avoir de tarder, parce que c'est encore le cas aujourd'hui, de tarder à répondre concrètement aux attentes et aux aspirations légitimes des différents Gilets jaunes. Pourtant, il a proposé des choses, le fameux 1er décembre, messieurs. Notamment la prime d'activité qui a été augmentée, notamment la prime pour les entreprises, pour les salariés. C'est des miettes, Christophe. C'est une vraie réponse aux attentes, notamment par rapport au pouvoir d'achat. C'est d'avoir la capacité de faire des courses dignes de soi. Le pouvoir d'achat. Et ça passe par le salaire. Donc augmenter le SMIC comme il a fait de 100 €. Alors c'est pas une augmentation du SMIC. C'est pas une augmentation du SMIC, c'est là qu'on se trompe. C'est une augmentation de la prime d'activité. La prime d'activité. Pour ceux qui en bénéficient. D'accord. Exactement. Ouais. Et donc, là, elle est là, la nuance. Oui, mais c'est une nuance. C'est une nuance qui résume qu'en fin de compte, il a pas compris les cris du cœur de tous ces Français qui souffrent et qui meurent à petit feu. C'est que les gens ont besoin de plus d'argent pour pouvoir vivre dignement. Donc le pouvoir d'achat, ça passe par les salaires, mais ça passe aussi par le fait d'abolir un peu ces taxes différentes qui nous viennent à la figure depuis des années, qui nous empêchent, et notamment des femmes qui sont seules avec des enfants ou des personnes dites salariées pauvres, de vivre dignement. Donc il n'a pas encore compris ce cri, et malheureusement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le mouvement perdure et va continuer. Alors il y a quelques intervenants intéressants, notamment un député de la France Insoumise qui, sur le plateau de CNews hier, chez Laurence Ferrari, disait finalement on observe qu'avec toutes ces lois qui sont passées, que lui considère liberticides, que le travail est totalement fait, préparé pour un gouvernement futur non souhaitable, faisant référence évidemment au Front National. Finalement, quand on y réfléchit bien, messieurs, le Front National, si toutefois il arrive au pouvoir un jour, il n'a plus qu'à exécuter les lois qui ont été passées sous la gauche et sous Macron. Absolument. Ouais, et ça c'est vraiment pas réjouissant. Enfin, mais c'est pas nouveau, Christophe, je te rappelle. Non, mais d'accord. Mais c'est inquiétant. Valls, ministre d'Hollande, dit de gauche,
avait des positions et des propos qui étaient de droite, voire d'extrême droite. Tout à fait. Donc après, ce serait peut-être la continuité sur la déchéance de nationalité d'ailleurs. C'était une des, c'est ce qui avait choqué toute la gauche entre guillemets quand il avait parlé de déchéance de nationalité pour toutes les personnes qui étaient, on va dire, susceptibles d'être des soi-disant terroristes, même s'ils avaient la nationalité française. Parce que retirer la nationalité d'une personne qui est née en France et qui n'a qu'une nationalité, comment on peut lui retirer ça? C'est totalement interdit. Voilà. Oui, c'est déchoir une nationalité, c'est pas possible. Mais ceci étant, la réflexion est que finalement le Front National qui est en tête, on le rappelle, des intentions de vote pour les européennes et pour d'autres élections, elle fricote quand même avec la tête d'affiche quand même depuis un petit moment au travers des différentes élections. On a l'impression que tout est fait pour que, une fois arrivé au pouvoir, elle n'ait plus qu'à exécuter ces lois liberticides passées. Christophe, je suis pas d'accord là-dessus. Pourquoi t'es pas d'accord? Parce que ça, c'est des faits, on va dire. Non, mais ça fait 30 ans. Asile immigration. Ouais, mais ça fait 30 ans qu'on nous bassine avec la peur du FN. Non, mais je te parle pas de peur, moi, du FN. Je te parle d'un FN qui arrive au pouvoir. Ouais, mais moi, j'y crois pas. Qui n'a plus qu'à exécuter les lois. Mais même ça, j'y crois pas. Moi, je ne crois pas que la majorité des Français puissent un jour voter pour le Front National ou faire en sorte que le Front National arrive au pouvoir. Même si à chaque fois ils ont été en bonne position, c'est surtout par rapport à l'incapacité des autres partis de pouvoir unifier leur base et aussi les Français par rapport à leur discours. Nadir, moi je pense que globalement la très grande majorité des Français ne sont pas du tout racistes, ne sont pas du tout intéressés par les idées nauséabondes du Front National, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis 30 ou 40 ans, on a grandi avec depuis qu'on est petit. Moi à l'époque, Mitterrand nous parlait déjà de la menace de Le Pen, du liberticide quand même. Ouais, mais des lois comme ça, je te dis, on n'a pas attendu Macron, la gauche aussi. Non, mais l'histoire du voile, on peut revenir. C'est quoi comme type de loi, ça? C'est des lois qui se basent sur de la discrimination. Bon, il y a une loi qui a été adoptée, notamment celle du voile, mais pour moi, c'est des lois qui sont purement de droite. Si on prend l'exemple de 2002, des élections présidentielles de 2002, quand Jean-Marie Le Pen est arrivé pour la première fois au deuxième tour, il y a eu plus d'1 million de personnes qui sont parties manifester parce qu'ils étaient inquiets. En 2012, j'y étais. Voilà, même moi pareil, j'y étais. En 2000, ça charrie dur. En 2018, aujourd'hui, Marine Le Pen, elle arrive au pouvoir avec une forte augmentation qui est le Front National, et aujourd'hui, personne s'indigne. Donc on constate que maintenant il y a un manque. Normalisation. Normalisation. Oui, c'est ce que je suis en train de te dire. Donc aujourd'hui, de dire que le Front National n'est pas prêt d'arriver au pouvoir, si, il arrivera au pouvoir. Aux européennes, ils sont toujours arrivés en premier. Hein. Là, dernières européennes, ils étaient premiers, et là ils vont arriver en premier avec des voix en plus et avec des présidentielles. Des sièges. C'est encore un autre enjeu, c'est encore une autre élection. Oui, après mais sur des échéances comme ça, on peut pas nier, niveau, on peut pas nier qu'il y a une grosse évolution du Front National, et je pense que l'évolution du Front National je pense que c'est dû à un ras-le-bol général. Donc ils ont vu qu'il y avait plusieurs partis politiques qui étaient au pouvoir de droite comme de gauche et qui n'ont pas forcément fait changer les choses. Donc les gens ils vont se dire autant tenter avec l'extrême et on verra ce que ça donnera. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça, mais je suis persuadé que c'est pas la majorité des Français. Non, et heureusement. Bien évidemment. Non mais Nadir, on dit pas ça. On dit juste qu'aujourd'hui on s'interroge par rapport à une réflexion qui a été faite par Capnin, mais aussi par d'autres personnes qui disent aujourd'hui attention, parce que les lois les plus liberticides qu'on est en train de faire voter ou qu'on a déjà fait voter, en particulier sous la gauche, servira le Front National, si toutefois il arrive au pouvoir un jour, à les mettre en application, à les appliquer. Exactement. Ces lois. On a fait le travail finalement pour le Front National. Tout à fait. Comme je dis, ça fait des années qu'on fonctionne comme ça. Tiens, je vais te donner un exemple concret. Macron aujourd'hui, clairement, il peut pas se positionner en faveur des banlieues. Il peut pas. Là, dernièrement, il a fait une intervention parce qu'il fallait parler d'eux, parce qu'il y a aussi toute l'atmosphère médiatique et puis aussi la pression, contrairement à ce qu'on croit, des gilets jaunes de banlieue, qui ont fait qu'on les a obligés à parler de la banlieue, parce que c'est pas eux qui allaient le faire de leur propre chef. Ils ont toujours méprisé la banlieue. Et pour eux, la banlieue, c'est pas une urgence. Mais d'un point de vue de l'opinion médiatique française, un homme politique aujourd'hui qui va vous dire, franchement, je les considère comme n'importe quel concitoyen et on va faire en sorte de les sortir de la merde, entre guillemets, il est foutu. Parce que l'opinion publique aujourd'hui, elle ne souhaite pas, preuve en est, quand on parle de revenir et de parler de la problématique des banlieues, qu'est-ce qu'ils vous disent les gens, et il y a des statistiques et des études qui le démontrent, on a suffisamment donné d'argent à la banlieue. Tu comprends? Donc les gens, pour eux, on a déjà trop donné la banlieue, faut plus rien faire pour eux. C'est pas vrai, on n'a pas trop donné, c'est pas à nous. Et l'argent qu'on donne, c'est nos impôts. Simplement, la vraie question qu'il faut se poser par rapport aux banlieues, c'est comment a été utilisé cet argent. Et si on fait le détail de ça va faire mal, parce que localement, on va s'apercevoir de beaucoup de magouilles et du fait qu'en fin de compte, ce sont les banlieues qui ont subi cette mauvaise gestion depuis 30 ou 40 ans. 01 40 33 9000 pour nous dire si, pour répondre à cette question, à savoir la loi anti-casseurs, donc a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale
Nationale hier. S'agit-il d'un tournant autoritaire du pouvoir selon vous? Vous répondez au 01 40 33 9000 sur Facebook aussi France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter le Grand Forum FM2. Moi je me pose une question par rapport à ces casseurs que l'on évoque à chaque fois dans les manifestations chaque samedi. On les connaît, Nasser Lajili, ces casseurs. Toi, tu participes aux manifestations tous les samedis quasiment depuis le début. Tu les vois, tu sais qui c'est. On sait d'où ils viennent. Mais même la police, c'est qui. Pourquoi on ne les arrête pas? Pourquoi on les met pas en état de nuire, tout simplement? Alors, c'est compliqué parce qu'ils sont tellement bien organisés qui font que malheureusement ils n'arrivent pas à les... Parlons des Black Blocs. Oui, ouais, les Black Blocs, on les connaît, c'est à l'échelle européenne. Et même certains fachos qu'on trouve dans les manifestations, on en a beaucoup. Et voilà, et effectivement, on a beaucoup de mal parce que tout simplement, c'est des personnes qui ont l'habitude de faire des manifestations et qui arrivent à s'organiser. Si tu me permets, je vais être plus tranchant et plus violent dans ce que je vais dire. Peut-être des propos complotistes. Moi, je pense que les politiques ne veulent pas. C'est un peu comme les banlieues. Oui, c'est volontaire, effectivement. Quand les gens vous disent oui, mais en banlieue, si on pouvait, on réglerait les problèmes parce que la police connaît les trafiquants. Bah, c'est exactement la même chose. Non, mais je suis complètement d'accord. Il y a une volonté. Je dis pas que tout le monde dans le corps de la police ou dans les institutions fait en sorte que ça fonctionne comme ça, mais je pense que ça arrange les politiques. Preuve en est, ils rebondissent là-dessus et ils font des lois dans ce sens-là pour durcir les choses, pour droitiser un petit peu le gouvernement et les actions qu'ils mènent. Donc moi, je te dis, c'est comme pour les banlieues. On sait qui sont les dealers, qui sont les trafiquants, qui sont les perturbateurs. Si on veut, on peut régler ça. Donc on laisse faire volontairement parce que ça permet d'alimenter certaines choses, notamment politiquement. Ça permet de faire vivre les uns et les autres et de continuer à vivre comme ça. La violence, ça sert qui? Le pouvoir ou les manifestants? Ou personne? Alors c'est sûr qu'elle ne sert pas les manifestants parce que comme dit Nasser et ceux qu'on a croisés lors des manifestations, la plupart des gens ne viennent que pour manifester leur droit légitime à vivre mieux. On les voit, même nous à notre simple niveau avec nos propres yeux, on voit ces casseurs. Moi personnellement, on a vu des gens organisés de gauche, des anarchistes venir se battre avec des policiers, d'autres personnes en amont préparer des pavés. C'est des gens structurés, organisés. J'ai vu certes des jeunes de banlieue, des petits groupes, mais c'était pas comparable en termes de quantité par rapport aux gens qui étaient là organisés. Et puis il y a aussi des gens de droite qui sont là aussi. On a vu des oppositions. Donc la police, qui est quand même mieux renseignée que nous sur ce qui se passe et comment ça fonctionne, le savent très bien. Nasser, Nadir, moi je vous pose une question par rapport. Mais attends, Christophe, là-dessus, je voudrais juste rebondir sur un point. Il y a aussi des gilets jaunes qui se sont radicalisés. Ah oui. Mais faut voir aussi le contexte. Le désespoir. Bah oui, il y a le désespoir. Il y a la provocation aussi des forces de l'ordre et il y a beaucoup de gens, excuse-moi, le boxeur, prenons l'exemple du boxeur. C'est une personne qui venait manifester. Les échos que j'ai pu entendre de cette personne dans la commune où il vit, c'est quelqu'un de doux, quelqu'un qui est très gentil, des amis très de la boxe serviable, qui le connaissent, etc. C'est un mec très bien. Voilà. Et donc aujourd'hui, il s'est radicalisé parce qu'il en a eu ras-le-bol de voir des retraités. Il a surtout vu sa femme se faire matraquer. Il a réagi tout simplement. Des retraités. Quand on voit des retraités qui tombent par terre et qu'on les pousse normalement et sans aucune dignité, rien du tout. Donc à un moment donné, effectivement, les gens commencent à se radicaliser. Messieurs, là où c'est peut-être un petit peu déstabilisant, c'est quand on voit que par rapport à cette loi anti-casseurs, le Front National, le RN, a voté contre et a même parlé d'une loi fascisante, messieurs. C'est bizarre. On en est où là? Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Le RN parle d'une loi fascisante. Dans la bouche de Gilbert Collard. C'est ça qui est marrant, et comme je te disais tout à l'heure, moi, il n'y a plus rien qui m'étonne. Déjà, à l'époque de Hollande, la gauche, qui était soi-disant une gauche sociale, avait des postures de droite, voire de l'extrême droite. Donc aujourd'hui, le RN, ils existent pratiquement plus. Donc aujourd'hui, de voir qu'il y a des gens qui font comme eux, peut-être mieux qu'eux, et sachant qu'ils sont au pouvoir, ça les dérange. Donc c'est pour ça qu'ils ont politiquement, ça sera très difficile de sortir de cette situation parce que les gens en politique, ils ne sont pas dans l'objectivité. Ils sont tout le temps dans le conflit en permanence. Même si un gars de gauche va apporter une solution qui est intéressante et constructive, le gars de droite, par idéologie, devra s'opposer à lui. Et c'est pareil à tous les niveaux et dans tous les partis. Messieurs, est-ce qu'on peut aussi mettre en parallèle justement ces mecs d'extrême droite qui viennent foutre le bordel dans les manifs, mais aussi ceux de l'extrême gauche? Ah, pour moi, bien sûr. Ils sont à mettre dans le même sac. C'est des gens qui amènent de la violence. C'est des gens qui cassent la dynamique des gilets jaunes. Et aujourd'hui, il faut savoir les condamner comme n'importe quelle personne qui s'en prend à des biens privés, à des biens de l'État. Il faut savoir le condamner parce que c'est la même chose. Ça produit la même chose. Nasser, tu les vois sur le terrain? Oui, je les vois. Après, donc les revendications sont différentes. Aujourd'hui, quand on prend les anarchistes, ils s'attaquent à des banques, ils s'attaquent à des structures. C'est des anticapitalistes. C'est des anticapitalistes. Donc oui, c'est symbolique. Je veux dire, quand je
dis symbolique. Il s'attaque aux symboles qui montrent les riches, voilà. Quand tu parles d'anarchistes, c'est les Black Blocs. Les Black Blocs, les anarchistes. Il y a des gens qui se revendiquent anarchistes. Les Antifa. Les Antifa, voilà, tous ces gens-là. Par contre, les gens d'extrême droite, non, c'est incomparable pour moi. Donc pour moi, le fasciste ou le raciste qui est en face de moi et qui va s'attaquer, qui va s'en prendre. C'est pas une forme de racisme aussi, ce que font les Black Blocs et l'extrême gauche et la LCR notamment. Alors, Christophe, la différence entre les Black Blocs. Parce que je les ai vus, moi, ces mecs-là en manif, hein. Non, mais la différence entre les Black Blocs, la différence entre les Black Blocs et les fascistes s'attaquent aux personnes, que les racistes, que les Black Blocs et les Antifa s'attaquent à des structures, ce qui est différent. Faut vraiment faire la différence entre les deux. Donc, moi qui viens manifester, exemple, tous les samedis, je peux être confronté à des fascistes en face de moi et qui vont être sans pitié, qui vont s'attaquer. C'est ce qui s'est passé il y a 2 semaines. T'en as vu? Oui, il y en a et on les voit dans certains. Oui, mais heureusement d'ailleurs, parfois on se pose même parfois je me dis heureusement que les Antifas sont présents. Je vous le dis, je vous le cache pas. Prenons l'exemple de samedi dernier où il y avait beaucoup de monde. Société indépendante parle de 13 500 personnes à Paris pour cette marche justement pour les blessés. Tout s'est bien passé, je veux dire, même BFM TV, on les voyait, ils étaient emmerdés parce que tout se passait bien, il n'y avait pas de problème. Il a fallu qu'on arrive place de la République pour que ça dégénère. Il fallait animer un peu comment dire, les médias. Donc oui, effectivement, quand on a même vu des images où il y avait des manifestants qui étaient en train de ramasser des plaques d'égout. Non, pas du tout, qui étaient en train de ramasser du matériel, un déchargement qui pouvait servir. Même pas, c'est qu'il y a eu un conteneur qui a été ouvert où il y avait des activités, je veux dire des jeux d'enfants, etc. Qui étaient en train de ranger. Et ils se sont fait charger par la police. Ils se sont fait charger par la police. Donc, et c'était en direct sur BFM. Donc même les journalistes et je veux dire, les journalistes étaient très gênés de montrer ces images-là parce que c'était en direct. Voilà. Monsieur, comment va-t-on vers la désescalade de ce conflit? Moi, je pense que là, ça va être très très compliqué pour Macron et son gouvernement. Parce qu'il y a eu là, je pense que la situation est très grave. Quand on voit le nombre de blessés, quand on voit le nombre de personnes qui ont perdu un œil, qui ont perdu une main, qui ont perdu, qui ont été marquées par ces événements, je pense qu'on aura du mal à faire descendre la température face à ce mouvement des Gilets jaunes. On en reparle évidemment avec vous, messieurs, dames. On continue, puis on va parler d'Enrico Macias. Vous savez qu'Enrico Macias, il doit aller au Maroc, là, le 14 février prochain. Je connais pas. Pour un concert. Et il y a un appel au boycott qui a été lancé sur les réseaux sociaux au Maroc. Et il a réagi. Enrico Macias, c'était vendredi chez nos confrères d'RMC. Pour faire clair, je m'en moque. J'irai quand même. Eh bien, on parlera aussi avec Majid Messaouden qui lui est un élu de Saint-Denis et qui a pris, fait et cause pour ce boycott. Il l'a encouragé. Du coup, il est un peu victime de la fachosphère. Ça lui a valu aussi une grosse page dans le Parisien. On en reparle. Tu as un avis tranché, mon cher Nasser? Oui, j'ai un avis tranché, ouais. Ah, très bien. Donc 17h30 pour ton avis tranché. On va parler de quoi avec toi tout à l'heure? On parle de l'actualité avec les gilets jaunes, les flashballs et les bombes, les grenades anti désencerclement. Désencerclement. Ouais, très bien. Bon, ouais. En tout cas, ça va, t'as rien su, toi? Non, pour l'instant, merci, ouais. On les a ramassés, hein. On les a ramassés. Ah ouais? Il y en a plein. Quand tu vois. Bon. Nadir Kaya, il s'appelle Nasser Najili. Ils sont là tous les deux et on se passera un coup de fil à Majid Messaouden dans un instant sur France Maghreb 2 et vos appels et répondre à cette question. S'agit-il d'un tournant autoritaire au travers de cette loi qui a été adoptée en première lecture, la loi anti-casseurs? 01 40 33 9000 pour nous le dire. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct jusqu'à 18h avec monsieur Nadir Kaya de l'association Banlieue Plus. Et nos quartiers, c'est vrai que chaque fois j'oublie nos quartiers, c'est important quand même, hein. Ouais. Et dis donc, je vois que tu fais des petits tours chez BFM TV en ce moment là. Hein, on t'a vu dans le journal de la nuit, on t'a vu après l'intervention d'Emmanuel Macron. T'as vu Nasser, Nadir, ça y est, hein. Et je le trouve très bon d'ailleurs. Ah oui. Vraiment, je lui ai dit tout à l'heure en venant que je trouvais qu'il était pertinent dans son analyse et dans les réponses qu'il fait face à ces spécialistes. Ces spécialistes, ouais, effectivement. Ouais. Bon, très bien. Oui, on peut dire, on va rien cacher aux auditeurs. Vous avez grandi ensemble, vous connaissez depuis tout mais petit. c'est pas évident parce que je lui fais encore des petits. Non, mais c'est important de le dire. Mais c'est important de le dire parce que on est beaucoup souvent critiqué quand on intervient. Que de faire des compliments, et ça c'est important de le faire parfois quand on en a besoin. Alors mon cher Nasser, est-ce que t'es prêt?
Je suis prêt. Bon, alors, silence absolu s'il vous plaît dans l'Assemblée, car voici Monsieur Nasser Lajili avec son avis tranché. Jingle. Nasser Lajili qui va nous parler des flashballs et des grenades de désencerclement. Effectivement Christophe, alors on nous rebat les oreilles que les quartiers populaires ne participent pas au mouvement des Gilets jaunes, mais en réalité il est important de faire un retour en arrière qui doit s'imposer. Car si on regarde bien les revendications des Gilets jaunes d'aujourd'hui, on a beaucoup de points communs avec celles exprimées, mais en effet, pas entendu. Dans les quartiers populaires de banlieue, notamment la justice fiscale, le pouvoir d'achat, l'emploi, la lutte contre les discriminations, y compris sur des critères territoriaux, l'exigence de respect face au mépris des gouvernants nationaux et locaux, l'exigence de démocratie, le cadre de vie, la défense des services publics. Et puis il y a le phénomène de répression qui se généralise. Les flashballs sont apparus en France dans les opérations de maintien de l'ordre dans les banlieues, mais n'étaient à l'origine jamais utilisés dans les manifestations de rue dans les centres-villes. C'est depuis Sarkozy que cela est pratiqué par les CRS et gendarmes mobiles, et sous Hollande et Macron, ça a continué, et maintenant contre les Gilets jaunes, c'est l'escalade. Face au développement de la mobilisation populaire des Gilets jaunes, le gouvernement s'enferme dans une logique qui exacerbe les tensions et empêche tout dialogue social. Avec des discours autoritaires souvent provocateurs, le gouvernement tente par tous les moyens de dissuader les manifestations de rue, allant jusqu'à accuser les participants de complicité des débordements à venir. Il fait le choix d'un maintien de l'ordre brutal par des dispositifs policiers démesurés, des gazages de matraquage aveugles, l'usage de lanceurs de balles de défense, les LBD, et des grenades de désencerclement, dont les conséquences sont dramatiques. Le bilan officiel fin 2018 recensait près de 2700 blessés et mutilés avec des femmes et des hommes handicapés à vie, éborgnés, mains arrachées, lésions au ventre et sur le visage, avec des séquelles irrémédiables. En la matière, le gouvernement et en premier lieu, les ministres Castaner et Nunet fuient leurs responsabilités, en étant dans le déni complet tant que cela était possible, avant que tous les médias ne commencent à en parler. Plusieurs organisations et personnalités, parmi lesquelles la Ligue des droits de l'homme, la CGT, le Défenseur des droits, demandent l'interdiction sans délai de ces armes inadaptées et le retour à un maintien de l'ordre proportionné. Avec détermination et comme beaucoup d'autres militants, de banlieue et d'ailleurs, je joins ma voix à celle qui exprime avec force l'exigence que le gouvernement interdise aux forces de l'ordre l'usage de lanceurs de balles de défense, les LBD, et de grenades de désencerclement, lors des opérations de maintien de l'ordre relatives aux manifestations sur voie publique. Voilà Christophe. Merci Nasser Lajili pour cet appel donc à demande de l'interdiction de ces armes, de l'utilisation de ces armes tous les samedis. On sait que le Conseil d'État, Nasser, a refusé tout simplement par 3 arrêtés quand même, s'il vous plaît. 01 40 33 9000, messieurs dames, pour continuer de répondre à cette question. La loi Casseur adoptée en première lecture hier à l'Assemblée nationale par les députés, eh bien, s'agit-il d'un tournant autoritaire du pouvoir selon vous? Vous répondez à cette question sur Facebook. Je rappelle, vous êtes 82% à le penser sur France Maghreb 2 pour voter, ainsi que eh bien sur Twitter, le Grand Forum FM2. Sur Twitter, vous êtes 86% à le penser. Vous et au 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler et pour nous donner votre avis. Nous sommes, messieurs, avec quelqu'un que vous connaissez forcément, Monsieur Majid Messaouden. Salut Majid. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Majid. Bonsoir Nasser, bonsoir tout le monde. Bonsoir mon cher Majid. Alors on va parler de Enrico avec toi, Enrico Macias. Je me fous éperdument de cette menace de boycott, car je vais y aller. Je le dis à tout le monde. Je vais y aller, je vais au Maroc. Advienne qu'advienne, mais ça je leur donne pas raison. Je veux pas. Ma victoire, ça sera d'aller chanter à Casablanca, parce que je connais le peuple marocain, le public marocain. Pour moi, je compare le Maroc à l'Andalousie d'antan, avant l'avènement d'Isabelle la catholique. Parce que c'est un pays de tolérance. C'est pas pour quelques individus qui veulent me faire du mal comme ça, que je vais changer d'avis sur la qualité, la tolérance du Maroc.
Donc le 14 février, vous serez à Casa de toutes les manières. Je serai à Casablanca, alors si on veut me faire quelque chose, oui, qu'ils sachent que j'arriverai à l'aéroport le 14 février. Et l'Algérie, alors c'est pour quand, l'Algérie? Ben, je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Plusieurs fois, il y a eu des tentatives de me faire venir en Algérie. Maintenant, il y a des gens qui croient que c'est moi qui ne veux pas y aller, mais pas du tout. On m'a refusé de retourner en Algérie, mais c'est pas grave. Je fais abstraction de mon ego et de ma fierté. Si ça se présente, eh ben j'irai. Voilà. C'est pas grave, tu en parles à ton aise. Moi, je trouve ça extrêmement grave qu'Enrico Macias ne puisse pas retourner en Algérie. Je trouve ça très grave que les cimetières juifs soient souvent détruits en Algérie. Moi, je trouve que c'est très grave. Moi, je voulais retourner pour ça seulement. Je voulais retourner pour me recueillir sur la tombe de tonton Raymond, de tous mes proches, de tous les gens de la communauté juive et aussi de la communauté kabyle, parce que quand j'ai dit que j'allais me recueillir sur la tombe de Maktoub Lounès, je crois que c'est à cause de ça que je suis pas retourné. Ouais. Voilà. Le chanteur berbère, ouais. Mais attendez, l'Algérie, je voudrais comprendre, vous n'y avez jamais remis les pieds? Jamais. Depuis que je suis parti. En quelle année? En 61, exactement. 58 ans sans remettre les pieds, plus d'un demi-siècle sans remettre les pieds en Algérie. C'était Enrico Macias chez nos confrères d'RMC dans les Grandes Gueules vendredi dernier, invité à réagir donc contre cette campagne de boycott lancée pour sa venue au Maroc, contre sa venue au Maroc le 14 février prochain à Casablanca. Vous l'avez entendu, comment il a répondu, Nadir Kaya, avant de parler avec Majid. Première réaction, Enrico Macias. Nadir, peut-être. Non, mais moi, après, faut connaître le personnage. Moi, je fais le parallèle avec Roger Hanin. Roger Hanin qui était juif, qui était fier d'être juif, mais qui était fier d'être aussi algérien. Et c'est pour ça qu'il avait gardé de bons rapports avec l'Algérie. Alors qu'Enrico Macias, on connaît sa position. C'est une position pro-sioniste, donc il est souvent d'accord avec Tzahal et sa façon de massacrer ou de tuer les Palestiniens, et que l'Algérie est l'un des seuls pays au monde, avec je crois qu'ils sont à peu près une dizaine encore aujourd'hui à tenir tête à tous les autres pays, à ne pas reconnaître Israël et notamment la politique qui mène en Palestine. Et donc c'est pour ça que Bouteflika et son gouvernement ne l'autorisent pas à revenir en Algérie, parce que lui, et en plus quand il vient et qu'il te dit là ce que je viens d'entendre, la communauté kabyle, à bon entendeur, on sait très bien qu'il joue le jeu de la division et qu'il fait croire qu'il y aurait une communauté parce qu'il est en train de kabyle. faire croire qu'il sait pas ce qu'il voulait se recueillir sur la tombe de Maktoub Je ne sais Lounès même qu'on pas interdit. s'ils sont connus de son vivant, donc ils viennent pas dire ça à des gens comme nous, surtout aux Algériens. Ils devraient savoir qu'on est très fiers, on aime notre pays, on aime aussi le critiquer, mais c'est pas à nous qui va raconter des salades comme ça, quoi. Oui, Nasser. Moi, Enrico Macias, c'est en écoutant ses musiques et ce qui prône dans ses paroles, j'arrive pas à comprendre. Et en même temps, il faudrait peut-être rappeler à Monsieur Enrico Macias que ces paroles qu'il a pu sortir à une émission en disant qu'il pouvait appuyer juste sur un petit bouton et qu'on se débarrasserait entre guillemets de la Palestine. Il faudrait déjà qu'il revienne sur ses paroles et qu'il s'excuse déjà face au peuple palestinien. Et en même temps, je considère qu'il a un mépris total envers les pays arabes en général. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui vaut rien. Moi, je vais être clair avec vous. Oui, carrément. Mais pour moi, il vaut rien. À partir du moment où tu souhaites, la mort à des personnes, pour moi, c'est des personnes qui méritent même pas qu'on leur donne de l'importance. Majid Messaouden, avec nous. Qu'est-ce qui t'a pris, mon Majid, d'aller appuyer cette campagne de boycott là? Bah écoute, déjà la campagne de boycott, elle a été lancée par BDS Maroc. Oui, absolument. Et donc il faut quand même souligner que ça part de là. C'est le groupe local marocain qui a décidé de lancer cette campagne. Et cette campagne, contrairement à ce qu'on peut lire un peu partout, moi je pensais pas qu'il y aurait autant de réactions de l'extrême droite, mais aussi des berbéristes aigus. Qui par haine de la Palestine et des Palestiniens ont donné fait et cause à Enrico Macias. Faut rappeler qui c'est quand même ce bonhomme. C'est pas le chanteur qui prône la paix et le chantre de la tolérance. Ce mec-là, en 2006, il a été décoré par le ministère de la Défense israélien pour son soutien à l'État d'Israël. Absolument. Donc c'est pas rien. Ce mec, il a participé à un gala, il a reçu une décoration et en fait chaque année ou tous les 2 ans, enfin régulièrement à Paris, se tient un concert, un gala
en faveur de l'armée d'occupation israélienne. Ouais. C'est une asso qui s'appelle Migdal qui organise ça. Ouais. Et en général, c'est pour une unité de soldats bien spécifique qui s'appelle le Magav et qui est plutôt chargé de faire respecter les frontières comme s'il y avait des frontières définies en Palestine occupée. Et donc du coup, ce mec-là, il a dit à l'occasion d'un de ces gars-là en 2008 que je cite, depuis le début de ma vie, je me suis toujours donné corps et âme pour l'État d'Israël. Donc pour Tsahal, et pour Magav, et pour Migdal. Donc du coup, je passe sur les manifestations organisées par le CRIF auxquelles il participe régulièrement, dont en 2009, pendant l'un des massacres commis par Israël. On peut pas tenir de tels propos et se plaindre des conséquences qu'ils ont. Je comprends pas, moi, que ce mec s'offusque de se voir recalé en Algérie, alors que l'Algérie, elle, ne reconnaît pas Israël et considère Enrico Macias comme l'un de ses émissaires. Donc, moi, je n'ai fait que relayer une position de boycott de BDS. BDS, qui est une campagne que je soutiens au niveau national et international. Donc, j'ai fait qu'émettre un avis. Et je pensais pas que l'extrême droite mêlée à divers mouvements et organismes souvent anti-arabes se serait ligué pour défendre celui qu'il considère comme étant un chanteur pour la paix. Ce mec-là n'a jamais prôné la paix, jamais. Sinon, il ne soutiendrait pas encore aujourd'hui, mordicus, une armée criminelle au service d'un État qui commet des crimes contre l'humanité de manière quotidienne en Palestine. Majid Messaouden, qui sont les berbéristes aigus dont tu fais référence? En fait, il y a des gens, on le sait, et Nadir, lui qui est kabyle, le sait aussi bien que moi. Il y a une fraction de Kabyles qui sont animés par une haine du pouvoir algérien, par une haine des Arabes en général, et j'en connais aussi dans ma famille, par une haine et un rejet de la cause palestinienne et qui prennent fait et cause pour le sionisme et pour Israël. On en connaît tous. C'est vrai. Et du coup, Enrico Macias trouve... le MAC, par exemple. Le MAC, pour ne pas le citer. Oui, alors le MAC, j'ai pas vu sa position, mais j'ai vu un site kabyle qui a repris un article du Parisien et qui clairement prenait fait et cause pour Enrico Macias. Pour des raisons qui évidemment m'échappent. Nadir, Nadir? Non, je voulais dire que historiquement, il y a déjà depuis 10, 15, 20 ans maintenant des convergences avec une minorité kabyle, comme le disait Messaoud, anti-gouvernement, anti-arabe, et qui a des liens avec des entités sionistes en France et même en Israël, ce qui fait qu'aujourd'hui le message de Enrico Macias pour des gens comme nous n'est pas anodin, c'est un appel à faire bouger les lignes aussi et puis à le soutenir dans D'ailleurs, il appuie là-dessus parce que quand il dit, vous l'avez entendu comme moi, c'est parce que j'ai voulu me recueillir sur la tombe de Matou Blounès qu'on m'empêche de venir en Algérie. Il appuie là où ça fait mal, là. Il veut diviser. Mais moi, à la limite, moi, le problème, c'est pas un problème qu'il aille se recueillir sur la tombe de Matou Blounès. Il peut se recueillir sur la tombe de toutes les personnes qu'il veut, sauf qu'il ira jamais en Algérie, en fait. Le problème, il est là. Le mec ne rentrera jamais en Algérie. Jamais de la vie. Parce que c'est un ambassadeur israélien. Pour moi, il a ce statut-là. Et qu'à partir du moment où tu ne condamnes pas les crimes commis par le régime criminel israélien, tu ne rentres pas en Algérie. C'est ce que la plupart. Pleurer comme il veut. Mais bien sûr, il a raison parce que c'est ce que la plupart des gens reprochent à Enrico Macias. C'est aujourd'hui tous les crimes qui se passent en Israël. Aujourd'hui d'ailleurs, Majid peut vous en parler parce que c'est quelqu'un qui va souvent en Palestine. Combien de Français qui sont recalés quand on va en Israël? Combien de Français? Il y en a beaucoup. Des dizaines par mois. Bien sûr. Donc c'est pas une surprise. Donc par contre, il n'y a pas la réciprocité. Excuse-moi de te couper. Il n'y a pas la réciprocité. C'est-à-dire que quand les soldats franco-israéliens qui ont servi dans l'armée d'occupation, notamment à Gaza, reviennent à Paris pour les fêtes ou voir leur famille, ils rentrent absolument normalement. Tout à fait. Sans aucun problème. Exactement. Sans aucun problème. Oui, alors que bon, quand on sait qu'ils ont fait leur service militaire là-bas, c'est pas pour aller faire des barbecues, quoi. Absolument. C'est sûr. Oui. Alors Majid Messaouden, en tout cas, ça te vaut cette position, toute une sorte d'attaque dont t'as l'habitude finalement, de la fachosphère sur Twitter. Là, t'es devenu la risée de Twitter. Écoute, la risée pour certains, et puis il y a aussi évidemment, notamment à Saint-Denis, plutôt des messages de soutien, parce qu'on a une tradition de soutien à la Palestine qui ne faiblit pas. Mais encore une fois, si à chaque fois que je devais dire quelque chose, je devais me demander quelles seraient les conséquences derrière,
tu ferais plus rien. Donc on connaît le phénomène Twitter et la proportion que ça peut prendre. À la limite, ça c'est pour moi c'est vraiment accessoire. Moi, ce qui compte, c'est d'être cohérent avec ce que je pense et ce que je fais. Et j'aurais pas pu me regarder en face si j'avais pas relayé cette campagne qui est pour moi une campagne mais ultra légitime. Et quand Enrico Macias dit qu'il connaît le peuple marocain, qu'il connaît ces gens-là, moi je pense qu'il faut qu'on informe tous les Marocains de qui est vraiment Enrico Macias. Parce qu'à mon avis, 90% des gens qui entendent parler de lui ne connaissent pas ce côté de sa personnalité, à savoir que c'est un soutien inconditionnel de l'État d'Israël. Est-ce qu'il faut faire un appel aussi envers les autorités marocaines qui ont peut-être un rôle à jouer là finalement en accueillant ce monsieur? C'est les pires. En fait, ils ont reçu Mohamed VI a des relations très bonnes avec l'État d'Israël, contrairement à l'Algérie. Ils ont des relations stratégiques, économiques, militaires. Ils ont reçu il y a moins de 15 jours une délégation de ce qu'on appelle une coalition américaine pro-israélienne. Donc il y a rien à espérer du côté du pouvoir. Par contre, moi je compte davantage sur le peuple et la société civile marocaine pour boycotter cet événement, pour faire en sorte qu'il ne se tienne pas et pour qu'Enrico Macias soit boycotté pour ce qu'il est, à savoir un représentant de la politique israélienne. L'appel est lancé, cher Majid, en tout cas, Majid Messaouden, élu de Saint-Denis, qui appuie donc cet appel de boycott mené par BDS Maroc, mais aussi à l'échelle internationale, contre la venue de Enrico Macias le 14 février prochain à Casablanca. C'est pas la première fois qu'il va au Maroc, hein, c'est je crois la deuxième ou la troisième fois. En tout cas, lui, il pense qu'il va être bien accueilli, que tout va bien se passer et que quoi qu'il arrive, il ira. Nous n'allons pas donner du comment dirais-je, a-t-il dit, pour reprendre ses propos exacts, du grain à moudre pour ces individus auxquels donc tu fais partie, Majid, hein, qui appellent à boycotter ce concert du 14 février. En tout cas, merci beaucoup, cher Majid. Ça t'a valu donc une page dans le Parisien, une nouvelle fois. Élu de Saint-Denis. Majid, le prochain voyage en Palestine, c'est pour quand? Inch'Allah, dès que possible, mon ami. Bon, très bien. Je peux pas dire plus que ça. Inch'Allah, dès que possible. Oui, Nadir, tu voulais dire un mot? Non, juste pour par rapport à Enrico Macias et ses propos qu'il a tenus, notamment sur les cimetières, en disant qu'il y avait les cimetières juifs qui étaient saccagés ou qui étaient entretenus. C'est complètement faux. En tant qu'Algérien, fier de mon pays. Je crois que c'est God Naden qui a dit ça. Ouais, c'est pas Macias. Oui, mais c'est la même chose tous les deux. Je suis très fier de mon pays, mais je suis aussi très critique. Et donc, monsieur Enrico Macias ne connaît pas l'Algérie. Malheureusement, il y a beaucoup de cimetières en Algérie qui sont dans un état déplorable, et ce sont des cimetières musulmans et tout type de cimetières malheureusement qui sont pas entretenus. Donc c'est pas propre à la communauté juive, c'est dans tous les contrairement pays, à ce qu'il essaie de faire croire. D'ailleurs, vous avez entendu, messieurs, la dernière sortie de Claude Goasguen qui dit qu'apparemment il n'y a pas de juifs dans les pays arabes. Il a même cité le Maroc. Il n'y a pas de juifs au Maroc. Hein, faut peut-être dans les pays arabes. Dans les pays arabes. Il faudra peut-être lui rappeler. Tunisien juif qui va d'être. C'est ça. Et il y a la plus grande synagogue en Afrique, elle est en Tunisie. Ouais, elle est à Djerba. Exactement. Donc il faudrait qu'il regarde ses classiques avant d'intervenir. C'est dur de lutter contre les fantasmes. Ces gens-là sont juifs, mais ils sont marocains, ils sont tunisiens, ils sont algériens, ils sont fiers d'appartenir à un pays, tout en étant juifs. Voilà. On l'avait déjà évoqué dans une précédente émission. Ce sont des nationalistes marocains, algériens, tunisiens ou autres qui résident certes dans des pays dits à forte communauté musulmane, mais qui sont avant tout marocains ou qui ont cette identité et qui sont tout en étant juifs. Et ça pose pas de problème. Merci bon Majid en tout cas et à très bientôt, Majid Messaouden. Merci, au revoir. Bonne soirée. Et fais face, courage sur Twitter, courage. Oh, t'inquiète. Ça y va. Faut pas s'inquiéter. La haine sur Twitter, c'est un truc il est bon là-dessus. La fachosphère se déchaîne incroyablement. Merci beaucoup, Majid, à bientôt. Bonne soirée. Ciao. Majid Messaouden, donc élu de Saint-Denis, qui a qui a relayé cet appel, qui l'a appuyé, et donc ça lui vaut un petit peu des remontrances de la part de certains. Tiens, qu'en pensent nos auditeurs? 01 40 33 9000. Allô, bonjour, qui est avec nous? Oui, c'est Jamel de Chanteloup-les-Vignes. Bonjour Jamel de Chanteloup-les-Vignes. Comment allez-vous? Écoute, ça va bien Jamel. Qu'est-ce qui se passe, Jamel? Je voulais réagir sur deux sujets, donc la loi anti-casseurs, mais c'est surtout aussi ce que je viens d'entendre à propos d'Enrico Macias. Oui. Moi, j'ai bossé avec un de ses neveux avec qui je m'entends très bien. Mais moi, en tant que, j'espère défenseur des libertés, le fait qu'il n'aille pas en Algérie, pour moi, c'est tout à fait logique. Je pense qu'on est dans une logique, un État qui ne soutient pas l'État d'Israël dans sa politique, dans ses meurtres. Moi, je le dis clairement, ce sont des meurtres et des crimes contre l'humanité.
Voilà, pour moi, c'est clair et net que Enrico Macias ne doit pas se rendre en Algérie. Après, les autres pays font ce qu'ils veulent, mais là-dessus, c'est voilà, net. Je peux pas tolérer quelqu'un qui défend cet État criminel à un tel point qu'il est prêt à dire que on pourrait faire, notamment l'État palestinien, pire que autant ou voire pire que ce qu'ils ont subi pendant la Seconde Guerre mondiale, parlant du peuple juif. Voilà, moi je suis clairement antisioniste, je ne suis pas contre les juifs, je travaille avec eux tous les jours, il n'y a aucun souci. Il y a une entente fraternelle, on peut même le dire comme ça se passe très très bien. Mais le retour d'Enrico Macias en Algérie... c'est pas possible pour toi, hein, Jamel. Bon. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez dire sur la loi anti-casseurs pendant qu'on tient, alors? Tout simplement, c'est liberticide. Liberticide, ça on est d'accord. Oui. Ouais. Quand on voit que c'est porté par La République En Marche et qu'on a une abstention de 50 des députés, faut peut-être se poser, même s'il y a une majorité, je crois que c'est 392 votes pour. Oui, 387. Voilà, moi je qualifierais ceci de... Il n'y a pas que La En Marche qui a voté pour, hein. Il y a une partie des LR aussi. Oui, bien sûr. Voilà, il y a quelques députés, 387, dont 50 députés de La République En Marche qui se sont effectivement abstenus, ce qui fait un groupe quasiment. Voilà. Voilà. Donc je pense qu'il faut quand même noter ceci. C'est pas un passage en force traditionnel, mais quand même, pour moi c'est un acte violent. Ouais. C'est un acte violent parce que il faut se dire, moi qui étais dans des manifestations à plusieurs reprises, je sais très bien qu'au niveau de la police c'est aussi un peu un terrain de jeu. Il y en a qui sont là des deux côtés pour taper. L'utilisation des flashballs, on voit très bien les dérives que ça, comme cette dame qui voulait fermer ses volets, bah voilà, on a vu ce que ça a donné. Bon, ça fait un petit coup de pub pour les mouvements des gilets jaunes. Le fait qu'un représentant soit touché, mais moi je suis vraiment pas d'accord avec Monsieur Castaner sur les différentes choses qu'il entreprend et notamment cette loi. Pour moi, cette loi elle est liberticide. Rappelons que cette loi ne vient pas de lui, vient de la droite du Sénat. Hein, rappelons-le quand même. Bien sûr, mais elle est quand même soutenue par Castaner. Évidemment, il la reprend, mais c'est important quand même de dire les choses clairement. Merci Jamel en tout cas de Chanteléville. À très bientôt. Prenez la parole comme Jamel, 01 40 33 9000, parce que vous avez forcément des choses à nous dire, donc il faut nous les dire, bien sûr. Alors messieurs, dans un instant, on va revenir sur ce qui s'est passé, un acte dramatique hier, un incendie à Paris qui a causé la mort de 10 personnes, plus de 30 personnes ont été blessées, ce serait d'origine criminelle, avec cette dame de 40 ans qui a été arrêtée, qui a passé 5 ans dans des établissements psychiatriques, et on va se poser la question parce que il y a eu un changement de politique concernant la psychiatrie en France, qui était reculer des agglomérations des villes auparavant et qui maintenant est à l'intérieur des agglomérations. Du coup, on en croise beaucoup des gens malades, des malades mentaux. Et on va se poser la question de la suite. Est-ce qu'il y a vraiment un suivi concernant ces malades ? Rappelons quand même qu'elle a quitté l'hôpital psychiatrique le 23 janvier dernier et que cette dame visiblement n'était pas suivie. D'où questionnement aujourd'hui. Peut-être que vous avez des choses à nous dire aussi là-dessus au 01 40 33 9000. On constate que finalement la psychiatrie est Bien, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 avec Monsieur Nadir Kaya de Banlieue Plus et ses quartiers. Nos quartiers, voilà, qui est avec nous sur France Maghreb 2, ainsi que Nasser Lajili, qui sont avec nous tous les deux aujourd'hui pour parler de ces actualités, de cette question du jour dont je vous rappelle l'intitulé. Après l'adoption en première lecture de la loi anti-casseurs adoptée à l'Assemblée nationale hier, s'agit-il d'un tournant autoritaire selon vous du pouvoir? Vous répondez à cette question sur France Maghreb 2, Facebook, sur Twitter, le grand forum FM2, bien sûr, et vous nous appelez bien sûr pour nous donner votre avis sur le sujet 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Bien sûr, pour réagir, tiens, on va prendre une direction du standard avant de parler d'un sujet ô combien compliqué, mais aussi tabou, cher Nadir, la psychiatrie, au travers de ce qui s'est passé hier, bien entendu, dans cet incendie qui est survenu dans le 16e arrondissement de Paris hier, et dont le bilan est lourd, puisque 10 morts, on le rappelle, et une trentaine de blessés. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Momo de Paris. Ouais, Christophe, tu vas bien? Ouais, Momo. Ouais, pour revenir sur ce que tu disais là sur l'asile psychiatrique, ça tout le monde peut le faire, ça. Hein. Tu sais, les gens des fois ils mettent de la musique, tu leur dis d'arrêter de mettre la musique, ils continuent. C'est l'humain, à mon avis, se comporte très mal. C'est pour ça que là, je pense que cette femme-là, elle a pété les plombs, ça peut arriver à tout le monde, ça.
Vous avez des gens, ils perdent des trous dans les immeubles à 2h du matin. Non, mais Momo, il y a un passif. Momo, il y a un passif vis-à-vis de cette femme. On en reparlera dans un instant. Comme ça, frère. Même toi, demain, tu peux péter les plombs, descendre et il y en a un qui parle mal à ta femme, exemple, un voisin. Tu descends avec un couteau, tu lui mets dans le ventre, alors. Non, ça risque pas, mon ami. Non, je suis anti-violence, mais alors 100%, tu vois. Donc. Ouais, mais on va pas dire que t'es un fou, Christophe. On va dire que c'est un mec qui a blessé une autre personne. Ouais, mais là, elle a un passif, hein. Elle a fait des allers-retours, elle a déjà eu des problématiques. C'est pas quelqu'un qui est comme ça, qui a un coup de nerf, qui s'énerve. Ça, on peut le comprendre, éventuellement. On a tous un coup de colère, hein. Ça peut arriver à tout le monde. Moi, je dis que cette femme-là, elle a mal réagi, c'est vrai. Mais des fois, il y a des gens, c'est pas de leur faute aussi. Non, mais alors, déjà, la dame. On n'a pas dit que c'était de sa faute, non, mais. Bah oui, bah là, c'est la question qu'on se pose. Justement, pourquoi quand on suit. Pourquoi ne pas soigner avant, alors? Non, mais effectivement, déjà, cette dame, elle était sous l'emprise de l'alcool. Ouais. Et on l'a laissé crever comme un chien. Pourquoi? Non, mais ça, il y a quand même 10 morts, hein. 10 morts, une trentaine de blessés, dont un enfant. Ouais, c'est pas rien. On voit les conséquences derrière, quand même. Merci, Momo. Voilà, 01 40 33 9000. Non, mais à un moment, faut pas raconter n'importe quoi non plus. Justement, de la psychiatrie, on en parle tout de suite avec ce qui s'est passé hier. 01 40 33 9000 pour réagir, bien sûr. Le feu a pris au milieu de la nuit. Des dizaines de personnes sont piégées dans leur appartement. L'opération de sauvetage est d'autant plus délicate que l'immeuble est difficile d'accès pour les camions de pompiers. Il est presque 1h du matin, l'incendie fait rage. Des policiers de la BAC repèrent tout près de là une femme, ivre, qui tente de mettre le feu à une poubelle puis à une voiture. Les enquêteurs font immédiatement le lien avec le drame de la rue Erlanger. Je voudrais saluer l'immense mobilisation des sapeurs-pompiers de Paris. Près de 250 personnes sont immédiatement intervenues et au fil de la nuit ont sauvé plus de 50 personnes dans des conditions réellement exceptionnelles. Il s'agit d'une femme de 40 ans qui présentait des antécédents psychiatriques. Quelques minutes avant le drame, les forces de l'ordre étaient pourtant venues rendre visite à la pyromane présumée, mais sans l'interpeller. Un de ses voisins de palier avait appelé la police pour tapage nocturne. Voilà, donc effectivement, vous avez entendu Christophe Castaner, mais aussi le procureur s'exprimer là-dessus. Et donc justement, de cette femme présumée, 10 personnes, rappelons-le, donc ont été tuées dans cet incendie à Paris. Hier, le feu probablement d'origine criminelle, rappelons-le, s'est propagé donc dans la nuit dans un immeuble du 16e arrondissement de Paris. Feu qui a également fait 37 blessés, dont les pompiers. Pendant ce temps, l'enquête avance. C'est ce qu'affirme en tout cas le procureur de Paris, Rémi Hetz, qui s'est exprimé peu après évidemment l'incendie. C'est la thèse criminelle qui est privilégiée et une personne a été interpellée, une personne qui habite l'immeuble. Personne donc qui habite l'immeuble, la maire du 16e arrondissement également, Danielle Giazi, est elle aussi sur place était sur place hier matin et a eu ces quelques mots. L'incendie a été très violent, très rapide. L'origine serait une dispute de voisinage, mais on n'en sait pas plus à ce stade, il faut laisser l'enquête suivre son cours. La maire du 16e arrondissement, donc, des habitants d'un immeuble en face parlent en effet d'une dispute et notamment d'une femme criant très fort, et le procureur donc précise que la personne interpellée est bien une femme âgée de 40 ans et qui présente donc des antécédents psychiatriques. Donc l'auteur présumé a été admise par les services psychiatriques de la préfecture de police en raison de ses antécédents. Justement, parlons-en de ses antécédents. Tout à l'heure, Nadir, tu me disais en antenne, c'est un tabou, la psychiatrie. De façon générale en France, mais dans les quartiers populaires ou en banlieue, on a tous grandi avec des gens dans les quartiers qui devaient normalement avoir affaire à des psys parce qu'on connaît les comportements, on sait comment ça fonctionne dans les quartiers, mais c'est tabou parce que moi encore aujourd'hui, je vois encore des jeunes qui errent comme ça dans les rues, qui n'ont pas de famille, on voit une certaine instabilité. Je pense que ça relève de la psychiatrie. La psychiatrie, attention, parce que c'est vrai, je suis pas spécialiste, mais je pense qu'il y a plusieurs degrés, comme dans toute chose. C'est des gens qui pourraient normalement avoir besoin, dans un premier temps, d'une écoute, après d'évaluation, et après, ça veut pas dire d'avoir
avoir affaire à un psy que c'est tout de suite l'enfermement. Non, il y a plusieurs niveaux, mais je pense qu'aussi en France c'est tabou, preuve en est, on connaît mal les choses, et puis les gens du métier, notamment les experts, n'ont pas souvent la parole pour évoquer ces choses-là, et pour surtout, éventuellement, pourquoi pas ne créer un débat national pour parler de la chose, et puis quelque part essayer de régler des problématiques qui se développent de plus en plus aujourd'hui, et même dans différentes sphères. Rappelons-le qu'elle a fait, je crois, à 13 reprises, dans un hôpital psychiatrique. La dernière fois, elle y aurait passé au moins minimum 5 ans. En tout et pour tout. Et elle est sortie en dernier lieu le 23 janvier. Se pose la question du suivi de ces gens qui sont effectivement qui sortent, mais d'après certains spécialistes dans le domaine, parce que je me suis un peu renseigné, il y a une espèce de pratique de rentabilité qui est pratiquée dans les hôpitaux psychiatriques depuis un certain temps maintenant. On les fait rentrer, on les sort, on les fait rentrer. Il y a de la rentabilité, en tout cas c'est ce qui est demandé. Et je le disais tout à l'heure, il y a une différence majeure. La politique a quelque peu changé concernant la psychiatrie en France, qui était auparavant un petit peu reculé des grandes villes ou des périphériques. Maintenant, enfin, était en périphérique justement, et maintenant les hôpitaux psychiatriques sont à l'intérieur d'une agglomération, d'une grande ville. Du coup, on en croise tous des gens qui sont malades. Quand je dis malade, c'est vraiment des maladies quoi. C'est pas vraiment insultant. Ce sont des gens qui effectivement ont besoin de suivi, ont besoin d'un suivi médical. Se pose la question du suivi, mais se pose aussi la question de réellement soigne-t-on les gens lorsqu'on les interne ou lorsqu'ils vont faire un séjour en psychiatrie. Moi, j'en connais certains. Ils ont eu à y aller. On te bourre de médicaments. Simplement, c'est tout. Il y a pas d'autres, j'allais dire, moyens de soigner quelqu'un, c'est de droguer, de ce qu'il dorme, faire une cure de sommeil, et après, le suivi n'existe pas visiblement pour cette femme. Pour cette femme, en tout cas, il a failli. Et c'est la question qu'on peut se poser, Nasser. Oui, non, mais ça, quant au suivi de ces gens. Effectivement, non, c'est vrai, il y a une question il a bien résumé, Nadir, quand il dit que c'est une question taboue. Effectivement, il faut qu'absolument qu'on commence à travailler sur ces questions-là, parce qu'on est confronté à des gens. Moi, j'ai des amis autour de moi qui ont été touchés, mais qui malheureusement aujourd'hui. Et ça peut arriver à tout le monde. Hein. Et ça peut arriver à tout le un choc, effectivement, un choc émotionnel qui peut faire craquer la personne. Ça peut arriver à tout le monde. Un fumeur intensif de cannabis peut être confronté à ça. Tout à fait. Je sais plus c'est quoi le terme médical, mais je sais qu'il y a des gens qui sont amenés à fumer régulièrement et qui aujourd'hui relèvent de la psychiatrie parce qu'ils ont des comportements qui sont plus on dirait adaptés, qui démontrent qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais au-delà de ça, quand on regarde les faits, c'est-à-dire le nombre de morts par rapport parce qu'il y a quand même plus de 10 morts, il y a un nourrisson, une trentaine de blessés graves. On recherche encore à l'heure actuelle des personnes disparues. Hein. Donc si avec un événement comme ça, on n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui il faut s'interroger sur la question notamment de la psychiatrie en France et surtout le traitement et l'expertise aujourd'hui, malheureusement on va continuer encore à avoir des actes comme ça parce que c'est souvent aussi le cas. Il y a un moment donné des personnes qui ont un passif comme ça ou des antécédents qui un jour font quelque chose vraiment de violent et puis on se posera la question comme ça le temps de l'actualité et puis on passera à autre chose. C'est ça, malheureusement on va passer à autre chose mais on n'aura pas réglé le cœur du problème. Parce que ça en est un de ces malades qui sont de plus en plus nombreux. Hein. Quand on voit la violence de la société aujourd'hui, c'est sûr que c'est des choses qui vont se multiplier. Si on y compte les dépressifs, les différentes maladies psychiatriques, etc., c'est des millions de personnes qui sont touchées en France. Tout à fait. Il faut le savoir quand même. Entre la schizophrénie, la bipolarité, il y a toutes sortes de maladies qui font que effectivement quelqu'un peut devenir non seulement dangereux pour lui-même, mais aussi pour les autres. Et c'est l'évaluation du fait de pouvoir savoir détecter la dangerosité d'une personne. Alors c'est vrai, on l'enferme pendant une durée déterminée, et puis on la relâche. Et est-ce que ça se fait de manière, j'allais dire graduelle, ou est-ce que ça se fait d'un seul coup? Enfin, il y a vraiment, on a l'impression qu'il y a beaucoup de tabous autour de ce sujet. La psychiatrie, ça a toujours été quand même un domaine dont on a très peu parlé, évoqué, et pourtant il concerne beaucoup de gens. On a tous autour de nous, dans nos familles, dans nos amis, des gens qui ont été confrontés à ce type d'établissement. Ils y rentrent, et ils en sortent comme des légumes. Parce que voilà. Moi, je voudrais te rappeler on assimile ça à de la folie, et puis la folie quelque part c'est quelque chose de honteux. Et comme tu dis, même au sein des familles, pour les gens qui peuvent être touchés par ça, c'est honteux. Faut pas en parler parce que le regard des autres est assez violent, le retour est assez vexant, et à partir de là on le cache. Mais voilà, tant que dans une société on n'est pas capable de s'accaparer de ce genre de problème et de le mettre en surface pour trouver des solutions
et de faire comprendre que ça peut être une maladie comme une autre et quelque part qu'il y a aussi ses remèdes, on arrivera comme ça à des tabous et puis à cacher des situations qui feront qu'empirer, surtout quand on voit des événements comme celui-ci. On aimerait bien en tout cas avoir des témoignages 01 40 33 9000. Peut-être avez-vous eu à passer dans ce genre d'hôpital psychiatrique, ou alors vous connaissez peut-être des proches à vous qui ont fait face à ce genre de centre hospitalier. Vous nous appelez pour nous donner votre témoignage qui nous intéresse. Saïd est avec nous. Salut Saïd. Salut Christophe, salut à vos invités. Bonjour Saïd. Moi, j'ai une autre interprétation à ce problème. Je vous en prie. Pour moi, c'est pas du tout un problème lié à la psychanalyse ou aux maladies. On a perdu, et le problème, c'est un problème social. On n'a plus la notion du voisinage. On vit, on se croise, on est des figurants et tout. On a perdu la notion d'un voisin. Non, donc, moi je pense que tu fais fausse route, Saïd. Tu sais pourquoi? Parce que cette dame, ça a bien été précisé, apparemment, donc est malade. Elle a fait plusieurs séjours dans un hôpital psychiatrique. Elle était sous emprise de l'alcool. Et aujourd'hui, quand elle était interrogée, d'après les premiers retours de l'enquête, elle dit avoir un trou noir. Elle dit ne rien se rappeler de ce qui s'est passé. Donc, il y a eu effectivement ce mélange entre l'alcool et la prise de médicaments aussi, et ça fait vraiment un mélange explosif. Les voisins. Et ben les voisins, ils ont subi apparemment les. Sont morts. Ouais. On a un problème social de voisinage. Arrêtons de prendre bricoler les conséquences. On vit plus ensemble. Mais ça, ce qu'il dit, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec lui. Ouais. Effectivement, mais je comprends complètement ce qu'il dit. Effectivement, aujourd'hui, nous avons maintenant des voisins qu'on ne connaît pas. Et on a des voisins aujourd'hui qui chacun vit de son côté et qui se retrouvent Oui, mais ça va pas. Non, mais ça c'est des choses qui vont accentuer ce genre de problème. Voilà, exactement. Non, qu'on mette les choses au clair. La culture de l'individualisme. Qu'on mette les choses au clair. Rien ne justifie ce qui s'est passé hier. Après, effectivement, il y a une vraie question de fond. C'est la question des personnes qui sont malades, comment ils peuvent être suivis. Voilà. Ça, c'est une vraie question de fond. Mais par contre, il y a une question aussi de fond. Quand on parle de voisinage, aujourd'hui, quand on va dans les banlieues, c'est plus le même repère qu'on avait dans les années 90, 95, quand on manquait de sucre ou autre, on toquait chez le voisin parce qu'on connaissait bien le voisin. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc, on sait même plus si son voisin, on peut retrouver un voisin 3 mois après et il est décédé depuis 3 mois dans son appartement. Bien sûr, c'est arrivé dans des foyers de Chibani qui se sont retrouvés malheureusement tout seuls dans leur chambre dans des 12 mètres carrés. Et ça, c'est de la confrontation qu'on doit avoir aussi pour essayer de résoudre ces problèmes-là. Moi, je voudrais juste rebondir sur des faits. Je sais pas si vous vous souvenez, par rapport aux attentats, on peut faire le lien aussi où il y a eu 2-3 personnes qui ont été arrêtées sous prétexte d'avoir crié Allahu Akbar. Bien sûr. Et après enquête, on s'est aperçu que c'était des gens qui étaient déséquilibrés. On les appelait les déséquilibrés. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc là, on est en plein dedans. C'est des gens qui vivent auprès de nous et qui du jour au lendemain, sous les prétextes de l'actualité ou certaines choses, commettent un acte qui est en lien avec leur situation mentale. Et qu'on a mis souvent aussi pour certains sous prétexte de la radicalisation, alors que c'était de la psychiatrie. Et là aussi, malheureusement, on n'a pas approfondi les choses, on n'en a pas parlé. Merci en tout cas, Saïd, pour cette autre approche de la chose. En tout cas, vous nous appelez pour nous dire et peut-être témoigner aussi. Moi, j'aimerais vraiment qu'on parle de la psychiatrie en tant que telle, parce que mais tu as raison. Encore une fois, je l'ai pas subi à titre personnel, mais mes proches à moi, quelques-uns de mes proches l'ont subi. Je peux vous assurer qu'on vous soigne pas dans ce genre d'hôpital. On ne vous soigne pas, on vous drogue. Nous, dans les quartiers, c'est ça. Vous avez à telle heure, vous devez prendre vos médicaments et ne pas faire trop de bruit, sinon vous êtes attaché, enfermé H24, privé de vos portables, privé de tout, et vous êtes de manière isolée. Imaginez-vous comme ça, enfermé, quoi. Quand je te dis dans les quartiers, on connaît la situation. Je te vais donner une situation concrète. Nasser va sûrement s'en souvenir, sans donner de nom. On avait un petit jeune de notre quartier, ou qui avait le jeune à notre époque, qui s'amusait à tirer au fusil sur une crèche. Le gars n'avait jamais fait de psychiatrie. Il avait fait un délire avec ses potes. Il a pris une carabine et il tirait du haut de l'immeuble sur des enfants et sur du personnel de crèche. Il a été incarcéré, arrêté, il a été en psychiatrie. Il est ressorti 6 mois plus tard. Déjà avec un visage gonflé. Il avait plus aucune cohérence dans ses propos.
Et depuis, jusqu'à maintenant, c'est une personne qui est foutue. Parce qu'elle a complètement été bouffée par les médicaments. Et je pense que, comme tu dis, il y avait déjà à cette époque-là, ça, je te parle d'une situation d'il y a 20 ans. Donc déjà à l'époque, il y avait déjà cette volonté de répondre par les médicaments sans réellement aller dans le fond du problème. Je vous présente quelqu'un que vous connaissez, messieurs. Il s'appelle Sofiane Lakhdari. Salut Sofiane. Sofiane. Ouais, salam alaikum. Salam Sofiane. Alors, c'est un domaine que tu connais un petit peu, Sofiane, la psychiatrie. Quel domaine? Oui, j'ai travaillé, ouais. Il a travaillé. Oui, il est infirmier. Oui, il est infirmier. Il a travaillé dans la psychiatrie. Ouais, j'ai travaillé de nuit en plus, voilà, pour donner un ordre d'idée. Moi, quand j'ai commencé, on était 3 infirmiers dans un étage de 15 patients. Ah oui. Et là, on a déménagé par la suite, il y a 2-3 ans, et on est passé à 2 soignants, c'est-à-dire un infirmier et un soignant pour 30 patients. Comment voulez-vous y arriver? Alors du coup, malheureusement, les effectifs ont nettement baissé. La prise en charge, elle devient de plus en plus, malheureusement, aléatoire. Au niveau de l'activité, aujourd'hui, il faut savoir qu'au niveau des hôpitaux, les frais, un patient, maintenant, il y a un patient qui est rentable et un patient qui n'est pas rentable. J'en parlais tout à l'heure, de la rentabilité du patient, oui. Et un patient rentable, c'est le patient qui rentre et qui sort à l'hôpital, qui reste pas et qui n'est pas hébergé pendant 2 mois, 3 mois. Et maintenant, il y a un processus où on encourage à ce que ça se réinsère, le patient se réinsère. Alors on le pousse à aller chez soi, même quitte à provoquer cette sortie, à pousser vraiment la famille à l'accepter ou à l'assistante sociale de trouver un lieu d'accueil et qu'il ne reste pas à l'hôpital. Contrairement à la politique qui était adoptée il y a les 20 ou 30 années avant. Et du coup, les VAD, vu qu'il y a plus de personnes à VAD, ces visites à domicile, se font de plus en plus rarement. Et les infirmiers libéraux pour prendre le relais, c'est pas possible parce qu'ils sont mal payés et en même temps, ils sont pas là pour 10 minutes pour trouver le patient dans dans son endroit, voilà, un lieu bien précis. Il bouge. Alors du coup, c'est une prise en charge un peu difficile. Et c'est pour dire que maintenant, la prise en charge d'un patient psy, ça devient de plus en plus catastrophique. Alors Sofiane, tout à l'heure quand je disais peut-être à tort ou à raison, je ne sais pas, que ces personnes ne sont pas soignées, ils sont bourrés de médicaments, on ne fait que les faire dormir, on les enferme, on les isole. Non. À partir du moment où ils sortent, c'est que le médecin voit que le patient n'est plus un danger pour lui-même ni pour la société. Bah, a priori, pour le cas de cette femme, il doit mettre en place une prise en charge qui doit accompagner, c'est-à-dire vers des visites au CMP, son médico-psychologique, pour que le patient prenne exactement ses médicaments. Et là, c'est très 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 compliqué. Aussi, il y a des familles qui ont démissionné, qui ne veulent plus prendre en charge. Alors du coup, que l'hôpital, ça devient vraiment, avec le manque de moyens, le manque de personnel, ça devient très 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 compliqué. Il y a certains patients qui ont un traitement lourd, des neuroleptiques ou des psychotropes, etc., qui sont dans l'obligation de prendre, et que s'ils les prennent pas au bout de 2, 3, 4, 5, une semaine, alors ils décomposent. Ouais. Et ils décomposent avec des bouffées délirantes ou des bouffées. Aujourd'hui, il y a plein de gens avec des délires mystiques, avec de la paranoïa. Il y a des pathologies qui existaient avant, mais là, ça s'est amplifié avec l'information, avec tout ce qu'on entend autour de nous. Ça devient très 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 compliqué. Hein. Dernière question, Sofiane. Est-ce que, au vu de ce que l'on a comme résultat de ce qui s'est passé hier, est-ce qu'il y a eu un problème de suivi concernant cette dame qui, je le rappelle, a quitté le dernier centre psychiatrique le 23 janvier dernier? On peut pas dire, moi j'ai pas toutes les données, je peux pas m'aventurer à donner un jugement sur une affaire qui vient d'être ouverte, mais on dit une patiente elle est sortie de l'hôpital, c'est que le médecin a trouvé qu'elle était apte à sortir. Du 23 janvier, elle a rien fait, ça se voit que le médecin n'a pas commis un acte dans les 24 heures ou les 48 heures qui ont suivi. C'est après 15 jours, peut-être il n'y a pas eu de suivi par la suite. Et même s'il y a une équipe d'infirmiers psy qui vont à domicile pour voir comment le patient il se comporte à domicile, est-ce qu'il prend véritablement ses médicaments. Peut-être ils ont fait 2 ou 3, 4 visites et ils l'ont pas trouvé à domicile. Il faut savoir qu'après c'est le mode d'hospitalisation. Il y a d'hospitalisation d'office où on est obligé de passer par un préfet pour que le patient sorte d'une permission quotidienne ou permanente, et vous avez après, c'est à la demande d'un tiers, une hospitalisation libre. On ne sait pas le mode d'hospitalisation de cette patiente, et en même temps, on ne sait pas comment ça a été mis en place, et je doute pas que le médecin qui a autorisé ce patient à aller chez soi, de mettre en place un processus de suivi. Alors, on va pas s'aventurer à dire, voilà,
Ça n'a pas été. Mais moi, je voulais juste signaler le manque de personnel, comme dans tous les services. Et aujourd'hui, l'hôpital est en train de se dégrader nettement. Moi, j'ai quitté l'hôpital depuis 7 ou 8 ans. Mais voilà, pour dire que ça devient vraiment... Tu nous disais tout à l'heure deux personnes, donc un infirmier, une aide-soignante pour 30 patients. Quand on sait, quand on sait la difficulté, quand on sait la difficulté de ces patients qui ont des maladies quand même assez graves, assez difficiles, des comportements parfois à gérer, des situations compliquées. Voilà, vous imaginez, messieurs dames, 30 patients. On est en difficulté et en 80%, c'est pas des titulaires qui sont sur place. Vous avez des gens qui viennent de l'intérim, qui connaissent même pas le patient. T'as 28 patients, tu viens le soir, tu connais même pas le dossier de chaque patient. Alors bonsoir, les dégâts. Alors c'est pour ça qu'on parle faire des positions radicales. Tu dis voilà, mettre en chambre d'isolement, contentionner, etc. Les gens maintenant utilisent des méthodes qui protègent un peu le soignant. Après, c'est une catastrophe. Merci Sofiane. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir apporté, de nous avoir éclairé pour le coup. Merci à vous. Merci mon Sofiane. Il est aussi bon en géopolitique. Il est bon. Il est aussi bon en géopolitique, aussi en psychiatrie, que sur le problème algérien. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Merci Sofiane. Non, s'il te plaît. Et Enrico aussi. Salut Sofiane. Ciao, à bientôt. Tiens Nadir, j'ai oublié de te demander. Oui. Le 5e mandat là. Apparemment, on s'y dirige. Bah, tu sais que moi je suis pro Bouteflika, mais si. Non mais au bout d'un moment, tu peux retrouver un peu de lucidité quand même. Ouais, mais faut connaître l'Algérie. C'est pour ça que je dis c'est très difficile aujourd'hui d'arriver à sortir un candidat qui soit à la hauteur de Bouteflika quand il était en bonne santé et qui soit capable de tenir le pays. Parce qu'aujourd'hui l'Algérie. Non mais il tient plus rien, Nadir. Il est malade. Ouais, mais ça c'est ce qu'on. Il est malade. Mais il a raison. Oui, c'est mais vrai, c'est ce qu'on croit. C'est grave. C'est ce qu'on croit. C'est ce qu'on croit. Il y a pas d'argument. Il a un entourage qui agit aujourd'hui. Oui, voilà. Après, c'est très difficile on connaît la situation algérienne, notamment politique et en interne. Après, je te dis, il y a aussi les enjeux externes qui font qu'aujourd'hui, c'est très difficile de pouvoir sortir un candidat comme ça de l'échiquier. Après, si lui personnellement il se représente, c'est vrai que moi personnellement, je serais favorable au 5e mandat. Non, dans l'état de santé où il est, franchement, je suis. Donc tu reconnais toi-même qu'il est malade. Ah oui, mais ça, bon, bah merci. Mais aujourd'hui, c'est pas évident de sortir quelqu'un qui soit capable d'être à son niveau. Une information de dernière minute. Oui. Il y a un député de La République En Marche qui a démissionné du groupe. Ah. Donc il s'appelle Nicolas, il s'appelle, excuse-moi, Mathieu Orphelin. Ah, Mathieu Orphelin, oui. C'est un proche de Nicolas Hulot. Ouais. Donc il a décidé de quitter le groupe En Marche à l'Assemblée nationale. Tiens, on va saluer notre ami Farid qui est avec nous. Tesmani. Bonsoir Farid, ça va? Très bien, merci beaucoup. Tu sais que l'émission ça commence à 16h. Exactement. Non mais je te le dis ça, au passage. Merci. Tiens, mon cher Farid, je te pose la question, il paraît que t'es calé sur le sujet. La question du jour aujourd'hui, c'est à propos de cette loi anti-casseurs qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale hier. Est-ce une dérive autoritaire du pouvoir selon toi, Farid? En un mot. Autoritaire, non. Mais contraignante, oui. Je pense qu'on n'avait pas besoin de cette loi pour parler très clairement, parce que pour moi, elle n'apporte pas forcément d'utilité dans le débat, dans l'arsenal, on va dire, judiciaire existant. La réalité, c'est que c'est une loi de complaisance pour essayer de faire taire un certain nombre de gens qui manifestent. Je pense que les casseurs, la police française a largement les moyens. D'ailleurs, ils l'ont fait souvenez-vous, lorsqu'il y a eu plus de 700 arrestations préventives sur les actes 2 et 3. Ouais. Donc, et pourtant ils l'ont bien fait. Donc, moi, je suis très étonné de cette loi. Et d'ailleurs, je pense que d'ailleurs, il y a eu beaucoup de gens qui se sont abstenus de la majorité. 50. Ce qui veut dire qu'il y a un malaise. Et une démission, donc on vient d'apprendre. Exactement, un malaise concernant cette loi-là. Moi, j'y suis pas favorable. Pour une raison très simple, c'est que je sais plus qui l'a. Ah oui, c'est un député de droite qui l'a exprimé. Je crois, si je dis pas de bêtises, ou un centriste qui disait tout simplement, c'est que la même loi dans d'autres mains peut avoir des conséquences plus que fascisantes. Pour parler très clairement. Oui, on en parlait tout à l'heure. Il y a aussi un député de la France Insoumise qui l'a dit. Enfin, il y a plein de gens qui commencent à le dire, bien sûr. Farid, tout à l'heure, on a parlé aussi d'Enrico Macias. T'as peut-être un avis à nous donner là-dessus sur sa venue au Maroc le 14 février prochain. Il y a une campagne de boycott qui a été lancée à l'appel de BDS Maroc. Et il a dit qu'il irait quand même, qu'il s'en fout. Voilà. Oui, moi je pense que il a raison d'y aller. Pour parler très clairement, après
les gens ont aussi le droit de dénoncer sa venue. Je pense qu'il faut faire très attention, puisqu'en fait, on est toujours sur des aspects mémoriels, notamment du voisin algérien. Là, le Maroc, je pense que c'est à titre privé. Je pense qu'il n'y a pas une venue officielle dans le sens, il n'est pas invité. Voilà, c'est un concert, il n'est pas invité par des autorités ou quoi que ce soit. Ouais. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Bon, allez, dans un instant, tiens Farid, tu tombes bien, c'est le zapping, c'est le meilleur moment de ce qu'il ne fallait pas louper à la télé, à la radio. Enfin, louper peut-être, éventuellement. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 avec Nadir Kaya, avec Nasser Lajili et Farid Tensimani qui est avec nous un petit peu tardivement, mais il est arrivé. Messieurs, une mauvaise nouvelle qu'on vient d'apprendre, c'est un chanteur algérien très connu qui nous vient de Chdef, Cheb Azdin. Apparemment, nous a quittés. Il est décédé à l'âge de 44 ans. Cheb Azdin, c'est lui, messieurs. Beaucoup trop jeune pour mourir, 44 ans, Cheb Azdin, donc qui nous a quittés, messieurs. Vous êtes peut-être pas fan de rail ou de musique, mais en tout cas, voilà, il est très connu. Il nous vient de Chdef, donc on a appris sa mort à l'âge de 44 ans. On aura l'occasion évidemment d'y revenir avec des articles sur notre site et des émissions évidemment spéciales pour lui rendre hommage à Cheb Azdin, dont on a appris la mort à l'âge de 44 ans. Je le rappelle, donc une information qui vient de tomber. On termine avec le zapping, messieurs dames. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça développe. Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Alors messieurs, ce sont les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater ou non à la télé et à la radio. Et pour commencer ce zapping, deux questions existentielles. Le petit déjeuner fait-il grossir? Et surtout, est-ce le repas le plus important? Un petit tour par la matinale des RMC avec Bourdin pour y apprendre que finalement, on a complètement faux surtout. Le petit déjeuner ne fait pas grossir, Charles. Non, et il n'a d'ailleurs aucune incidence sur votre poids. C'est Slate. Ça dépend lequel quand même, non? Non, bah ça dépend lequel, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez tous déjà entendu, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, c'est essentiel. Eh bien non, c'est faux. Les études qu'il prétendait étaient en réalité financées par Kellogg's, etc. Nous apprend Slate aujourd'hui. Et ben voilà, c'est pas le repas le plus important, messieurs. Sachez-le. Comme ça, ce soir, vous pourrez aller flamber. C'est incroyable. Ouais. C'est apparemment une grosse campagne de pub de certaines marques, donc Kellogg's, donc apparemment qui font croire que le petit déjeuner est le repas le plus important. Mon cher Nadir, tu diras ça aux enfants ce soir. Sinon, un petit tour par France 2, tiens, qui recevait hier au micro de Sophie Davant, Michel Onfray. Il explique ce pourquoi il ne veut pas d'enfants, ce pourquoi il ne faut pas faire d'enfants. Pourquoi fait-on des enfants? Ça m'a aussi très interpellé. Là, vous y allez, quoi. Vous y allez super fort, en fait, sur la théorie, parce que c'est le modèle, c'est le schéma. La procréation est toujours une partie de vie imposée par deux personnes. De quel droit à faire sortir du néant un être qui n'a rien demandé? Je ne pense pas, donc je me reproduis. Vous allez un peu fort quand même là. Parce que vous êtes reproduit, donc vous n'avez pas pensé. Vous avez l'air de dire que j'ai raison et que, vu la circonstance, vu ce qu'on voit, de fait, à quoi bon envoyer des enfants dans le monde en disant je vais t'apprendre la morale, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, le bien, le mal, mais tu vas voir, si jamais tu fais ça, ça va pas bien se passer dans la vie parce qu'il vaudra mieux que tu sois vicieux, tordu, menteur, pervers. C'est plus facile pour réussir dans notre société que d'être moral et vertueux. Je pense que c'est par amour des enfants que je ne fais pas d'enfants. C'est pas du tout du genre je déteste les enfants, je les adore, mais je dis simplement les formater dans une société aussi décadente pour aller vite, quoi, aussi dépressive. C'est un peu votre idée. Je dis, mais est-ce que le mieux, ça n'est pas de n'en pas faire? C'est par amour des enfants que je ne fais pas d'enfants, monsieur. Voilà, sachez-le, c'est Michel Onfray qui dit ça. Nadir. Moi je veux bien réagir, donc je comprends, donc je pense qu'il a pas d'enfant. Ouais. Non, il en a pas, il en veut pas. Oui, donc je comprends son propos, c'est le propos d'une personne qui ne connaît pas les joies d'avoir des enfants, donc c'est tout à fait normal qu'il réagisse comme ça. Ce qui me surprend, c'est que c'est un soi-disant intellectuel, donc d'avoir des propos aussi limités en termes de réflexion. Je pense que c'est pas stupide, mais je comprends pourquoi il le dit, parce qu'il ne vit pas ça, donc c'est tout à fait normal qu'il réagisse comme ça. Farid, je crois, il va intervenir. Farid. Non, je pense que c'est d'abord quelqu'un qui ne croit pas.
tout simplement, et qu'il n'y a pas de spiritualité, à mon avis, il n'y a pas de transcendance, parce que ce qu'il dit intellectuellement parlant, enfin, si on creuse, ça peut se comprendre. Vous avez aujourd'hui, d'ailleurs, on fait très souvent le procès de celles et ceux qui font des enfants, mais qui ne sont pas capables de les assumer en tant que véritables parents. Donc, du coup, de ce point de vue-là, en fait, il y a réflexion. Maintenant, quand on a une spiritualité, quand on peut en avoir une, en tout cas, il y a une autre dimension qui dépasse ça. Bon. Au-delà de la spiritualité, oh là là, spiritualité. L'amour d'un enfant, moi, je le vis au quotidien, donc pour moi, c'est un bonheur. Donc après, voilà, au-delà du cadre religieux ou autre, je considère que c'est un amour fou quand on a à la maison, quoi. Bien sûr. Oui, alors, c'est philosophique. France 2, toujours, messieurs. Hier soir, l'excellent magazine Cache Investigation de Élise Lucet, que tout le monde connaît maintenant, qui consacrait donc son émission à la pêche au thon. On y apprend de sacrés trucs. Oui. D'abord, les pêcheurs vont encercler leur proie avec ce que l'on appelle la senne, un énorme filet qui ramasse tout sans distinction. Les thons et les autres poissons se débattent. La mer devient rouge sang. Avec cette grande épuisette, une salabarde, toute la pêche est remontée sur le pont. Ici, ce sont des requins soyeux, une espèce particulièrement vulnérable, qui viennent d'être pêchés. Ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Donc de toute façon, toutes les espèces qui ne les intéressent pas, c'est mis sur le pont de certains côtés, et ils s'en occupent une fois que la Seine est remontée. C'est trop tard. C'est trop tard. Malheureusement, ils sont morts. Incroyable, en tout cas, cette histoire de pêche au thon, donc révélée encore une fois par l'excellent magazine Cache Investigation de Élise Lucet, qui est pour moi d'ailleurs la seule émission qui va loin, quoi, qui ose. Voilà. Bon, et puis tiens, pour finir quand même, parce que c'est ce qu'on peut appeler la loose. Quand vous avez peut-être entendu parler de cette histoire du patron, le patron donc d'une boîte, d'un géant, d'une entreprise donc de crypto-monnaie, décède au Canada, et qu'il oublie de transmettre le mot de passe. Voici ce qui se passe. Gerald Cotten était patron de l'une des plus importantes plateformes d'échange de crypto-monnaies au Canada. 90 000 clients et 160 millions d'euros hébergés sur des disques durs protégés par un mot de passe. Problème, Gerald Cotten est mort en décembre et personne ne connaît ce mot de passe. Depuis, impossible d'effectuer la moindre opération malgré les tentatives de sa femme et d'experts informatiques. Ce qui s'appelle avoir la loose, les gars, quand même, faut l'admettre, quand même. Voilà, donc il y en a qui ont perdu beaucoup d'argent. Voilà, pour finir cette émission, messieurs, merci beaucoup, mon Nasser Lagili. Merci à toi, Christophe. Et à très vite. Très vite, ouais. Ouais. Nadir. Oui, au plaisir. Ouais. Bon, au plaisir, la semaine prochaine, éventuellement. Si Dieu le veut. Oui. Mavralbé. Voilà, c'est ça. Farid, tu reviens nous voir une émission entière, là, qu'on te taquine un peu? Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Je vois qu'il y a de quoi taquiner, donc on le fera avec grand plaisir, en tout cas. Avec grand plaisir. Juste un petit mot, Farid, qui es-tu quand même? Mais on a oublié de te présenter. Tu viens d'où? Tu fais quoi? Farid Msamani, je suis consultant en intelligence économique et puis consultant en intelligence économique. Exactement, ce qui est un nom barbare qui veut tout dire et rien dire. Mais j'espère que j'aurai l'occasion d'expliquer un peu plus en détail de quoi il s'agit. Et par ailleurs, membre de l'association de Banlieue Plus de Nadir. Ah, d'accord. Et puis divers. Banlieue Plus, c'est nos quartiers. Exactement, notamment. Attention, parce que Nadir me met des coups de règle à chaque fois que j'oublie nos quartiers. C'est vrai, il a complètement raison. Bon, merci beaucoup, Farid, et à très vite en tout cas, les gars. Merci beaucoup. Bonne soirée à l'écoute de votre radio France Maghreb 2. Restez bien ici. Je rappelle donc qu'on a appris la disparition de Cheb Azdin à l'âge de 44 ans. Plus d'infos à venir sur notre site www.francemaghreb2.fr. Il est 18h01. Le rappel de l'actualité avec le flash présenté par Marc Salbert. Bonsoir, Marc. Bonsoir, la Cour d'appel de Lyon se prononcera le 11 avril sur la requête de Paul François, cet agriculteur qui essaye depuis 12 ans de faire reconnaître la responsabilité de Monsanto dans son intoxication à un pesticide. Le pesticide en question n'a été interdit en France qu'en 2007, alors qu'il avait été retiré du marché au Canada en 1985 en raison de sa dangerosité. Qui a enregistré la conversation diffusée par Mediapart entre Alexandre Benalla et Vincent Crass? La brigade criminelle a entendu hier la chef de la sécurité de Matignon qui a nié être à l'origine de ces enregistrements. Une affaire dans laquelle la justice a tenté avant-hier de perquisitionner les locaux de Mediapart.
Haro sur la Commission européenne après le rejet par Bruxelles du projet de fusion entre Alstom et Siemens. C'est une faute politique et économique, selon Benjamin Griveaux, alors qu'Édouard Philippe dénonce une mauvaise décision prise sur de mauvais fondements. Paris et Berlin vont demander une modification des règles européennes de concurrence. Le député Mathieu Orphelin annonce qu'il quitte le groupe La République En Marche en invoquant des avancées insuffisantes sur les enjeux climatiques, écologiques et sociaux. Cet ancien porte-parole de la fondation de Nicolas Hulot avait rejoint En Marche en février 2017. Les 4 dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées. C'est ce que confirme ce soir l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, qui explique que le rythme du réchauffement constaté ces 3 dernières années est exceptionnel, tant à la surface des terres que dans l'océan. Enfin, un tableau du musée de San Francisco, identifié comme une œuvre de Van Gogh. On pensait jusqu'alors que cette nature morte avec des fruits et des châtaignes était un faux, mais elle a été authentifiée par le musée Van Gogh d'Amsterdam. Elle aurait été peinte à Paris au cours de l'automne 1886. Bonne fin de journée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb